À 93 ans, Camille Senon n'a rien oublié. Le 10 juin 1944, comme chaque samedi à Limoges, elle prend le tramway pour rendre visite à ses parents qui habitent à Oradour-sur-Glane. Je travaillais à Limoges, où je résidais toute la semaine, et je rentrais seulement le samedi soir à Oradour chez mes parents. Donc ce samedi-là, comme d'habitude, je suis allée à la gare des Charentes prendre le tramway qui allait jusque dans le nord du département, jusqu'à Bussy-à-Pottevine, et qui devait desservir Oradour-sur-Glane. Quand nous sommes arrivés à un dernier virage, à quelques centaines de mètres d'Oradour, nous avons découvert en face de nous l'église qui était en flammes. Alors c'était quelque chose de tout à fait impressionnant. Et puis de chaque côté de la route, puisque le tramway suivait la route, de chaque côté, dans les champs, là, il y avait plein de soldats en tenue de camouflage. Et ils ont fait arrêter le tramway. Et au bout d'un moment, un SS est venu et a demandé « Les voyageurs pour Oradour doivent descendre ». Alors nous étions plusieurs répartis dans les 3 wagons. Nous sommes descendus et nous nous sommes retrouvés 20 personnes là. Les SS nous ont emmenés à travers champs. Il y avait un peu plus loin un groupe qui creusait le sol. Alors on ne savait pas ce qu'il faisait. Et à un moment, il y en a un de ceux qui creusaient qui vient, qui nous compte et qui revient vers ceux qui sont en train de creuser. Alors là, ça a commencé déjà à nous inquiéter un petit peu. Et puis, au bout déjà, j'ai omis de dire que le SS qui nous avait fait descendre du tramway, à un moment, quand il nous emmenait, et il s'est approché de Milou Redon, qui était un épicier d'Oradour, qui avait une fille de mon âge. Alors Milou s'est approché de moi et il me dit « Tu sais pas ce qu'il vient de me dire, celui-là ?» Il vient de me dire « Les femmes et les enfants brûlent dans l'église. » Alors, moi, j'ai écarquillé des yeux, mais j'ai dit « Mais comment est-ce que des femmes et des enfants peuvent être en train de brûler dans l'église ? Nous avons vu l'église en flammes, mais de là à penser qu'il peut y avoir des femmes et des enfants en train de brûler dans l'église, c'est inconcevable. » Vers 22h, voilà un officier qui arrive. Alors, moi j'avais ma carte d'identité avec mon adresse de Limoges. Je me suis précipitée avec ma carte d'identité. J'ai dit, nous ne sommes pas d'Oradour, nous sommes de Limoges, nous allons passer le dimanche à la campagne. Voyez mon adresse. Je ne sais pas s'il a compris. Je ne sais pas s'il y a un interprète qui lui a traduit. Je ne veux pas extrapoler rien. Il a dit papyre, alors tout le monde a sorti ses papiers, mais il ne les a pas regardés et il a eu comme un mouvement d'agacement et il a dit Raust. Alors nous avons compris que nous pouvions partir et nous sommes partis sans demander notre reste, pas en direction d'Oradour, dans la direction opposée. J'ai perdu mon père, mon grand-père, en tout c'est 25 membres de ma famille
qui ont été massacrés. C'était une hallucination. C'était pas possible de dormir. Dès qu'on fermait les yeux, j'avais l'impression qu'il y avait des Allemands qui me poursuivaient, qui m'attrapaient, pendant plusieurs semaines, c'était... Et d'autant plus qu'on allait dans le bourg où les opérations de déblaiement avaient lieu, étaient en cours, à longueur de journée. Ces jeunes, ils trouvaient des morceaux de cadavres à moitié calcinés. Des visions vraiment épouvantables. J'ai été convoquée pour venir témoigner au procès de Bordeaux, comme la plupart, comme l'ensemble des personnes qui étaient dans le tramway avec moi. Alors, il y avait un adjudant allemand qui était prisonnier, donc facile à trouver. 5 autres soldats allemands qui étaient aussi des prisonniers. Et il y avait 14 Alsaciens, dont un qui, le sergent Boss, qui revendiquait son appartenance à la SS. Et les 13 autres ont plaidé qu'ils avaient été enrôlés de force. Bon, alors, c'est vrai que la population d'Oradour était pas trop sensible à cet argument, parce que pour elle, ils avaient participé au massacre, donc ils avaient participé à la tuerie de leurs enfants, de leur famille. Voilà, les peines, il y a eu 2 peines de mort qui ont été prononcées, celle contre l'adjudant allemand et celle contre le sergent Boss. Et donc, les autres avaient des peines de 5 à 7 ans de prison, quelque chose de pas très important. Il y avait tout un courant d'opinion. Hein. Il y avait le Limousin qui se soulevait contre, en disant que ce verdict, c'était tuer une 2e fois nos martyrs. Et puis, donc, l'Alsace qui s'est soulevée. Et finalement, le Parlement a voté une loi d'amnistie qui a permis aux 13 Alsaciens de rentrer discrètement chez eux. Voilà. Et là, ça a été une déchirure entre le Limousin et l'Alsace. Et c'est pas encore complètement cicatrisé. La cicatrisation, elle sera quand il n'y aura plus de survivants du tout. Je crois que ça a été pour moi une thérapie de pouvoir m'impliquer dans des combats pour plus de justice, pour la paix, pour l'égalité, pour les droits des femmes, pour leur dignité. J'avais 11 ans au moment du Front populaire. Mon père était syndiqué, donc dès que j'ai travaillé, ou du moins dès que la CGT à la Libération a été reconstituée, automatiquement et logiquement, moi j'ai adhéré. Et c'est à partir de 1950 que je me suis vraiment engagée à Paris-Chèque, parce que, comme je vous ai dit, il y avait eu cette période
de répression très forte. Et c'est ce climat de répression qui m'a incité à participer davantage. À la Libération, j'avais adhéré aux Jeunesses socialistes à Limoges. Et puis, au moment où il y a eu le plan Marshall, il y a eu des problèmes où c'était compliqué. Il y avait des discussions dans les organisations syndicales. Alors les communistes venaient avec plein d'arguments pour montrer que ce plan Marshall, c'était une sorte d'aliénation de l'indépendance nationale. Et nous, les socialistes, on n'avait pas d'argument dans le sens contraire. Et moi, j'étais allé à la section socialiste demander des précisions. On m'avait répondu, écoute, il y a des économistes qui ont étudié la question, parce que toutes les questions économiques, c'est toujours très compliqué. Alors, bon, il y a donc des spécialistes qui ont étudié. S'ils te disent que c'est bien, c'est que c'est bien. Point. Bon. Alors, ça m'avait pas plu. Donc, j'ai arrêté, là, mon cheminement avec les socialistes. Mais j'étais déçu, j'étais en colère. J'ai donc pas tout de suite adhéré au Parti communiste. Ça a été 2 ans plus tard, en 1952, que j'ai adhéré au Parti communiste. C'était quelque chose de très important parce que ça faisait 8 ans que durait la guerre d'Algérie et le général de Gaulle avait enfin consenti à des pourparlers avec les dirigeants du FLN pour essayer d'arriver à la paix et donc avec la perspective d'une Algérie indépendante. Or, l'OAS était tout à fait contre cette indépendance. Et pour impressionner, elle a fait des attentats avec des charges de plastique contre des personnalités importantes. Et dans la nuit du 7 au 8 février, il y a eu un attentat contre le domicile de Malraux. Et c'est une petite fille de 4 ans qui a été la victime collatérale de cet attentat, puisqu'elle est devenue aveugle. Et donc, c'était quelque chose de tellement horrible. Et immédiatement, la CGT a appelé à faire une manifestation le 8 en fin d'après-midi pour protester contre ces attentats de l'OAS et demander à ce que des mesures importantes soient prises pour empêcher que ces attentats se perpétuent. Il y avait des cortèges qui sont partis de plusieurs points de départ, de différents points de la capitale. Et nous, du 15e, on est venus, on est arrivé, évidemment, le point de ralliement, c'était Bastille, mais l'accès était fermé, c'était impossible, le métro était fermé, et la place de la Bastille était bouclée, on ne pouvait pas accéder. Bon, alors donc, on est allé vers le pont Marie et vers le boulevard Saint-Michel, où là, il y a eu une prise de parole et l'ordre de dispersion. Donc, ce groupe-là n'a pas eu de heurts. Alors, moi, je suis rentré
Je ne suis pas rentrée chez moi, je me suis rendue au siège du Parti communiste, que je savais qu'il serait ouvert, pour attendre d'avoir les informations sur les autres cortèges. À 1 heure du matin, quand l'humain est tombé, on a vu là les portraits des 8 morts. Et c'était au métro Charonne qu'avait eu lieu l'affrontement, où les gens avaient été précipités dans l'escalier qui descendait au métro alors que la grille du métro était fermée. Et puis les gens se sont bousculés, se sont étouffés. C'était quelque chose d'absolument terrible. Ensuite, des obsèques grandioses où il y avait plus d'1 million de personnes à Paris pour conduire les morts au Père-Lachaise, où ils ont été inhumés. C'était absolument impressionnant, cette foule, une foule silencieuse. Et d'ailleurs, il y a un cinéaste qui a dit c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu le chant des oiseaux sur la place de la République. Tellement il y avait le silence de cette foule. C'était la première fois qu'on faisait une grève avec occupation. On a décidé d'occuper les locaux et que donc il n'y avait pas de non-grévistes qui pouvaient entrer. Donc on était là jour et nuit, hein, à tour de rôle, on organisait des tours, on organisait les assemblées générales le matin dans la cantine. L'après-midi, il y avait des délégations qui allaient aux manifestations centrales. Vraiment, c'était très impressionnant comme organisation. Les revendications de salaire, il y avait la reconnaissance du fait syndical, parce que jusque-là, la section syndicale d'entreprise n'était pas reconnue. Il y avait un certain nombre de droits, et en particulier pour les femmes. Pendant très très longtemps, les femmes étaient tout à fait tenues à l'écart des postes de cadre, soi-disant qu'elles n'étaient pas capables et puis que bon, elle faisait des enfants, on ne pouvait pas compter sur elle, etc., etc. Or, la CGT s'est toujours battue. Il y avait les revendications syndicales, puis il y avait les revendications d'égalité des femmes et des hommes. Et donc, la CGT s'est battue pour obtenir un concours pour obtenir l'accès des femmes aux emplois de cadre. Et le premier recul de l'administration qui a décidé enfin d'ouvrir un concours pour les femmes, c'était en 1955, et elle a un concours national où étaient proposés 10 emplois pour la totalité des services des postes et télécommunications de toute la France. C'était pas facile. Et bon, ben, il fallait s'imposer parce que on ne nous prenait pas au sérieux. La femme mariée, elle était encore moins que la femme célibataire, parce que la femme mariée, elle n'avait pas le droit
d'ouvrir un commerce. Il fallait l'accord de son mari. Elle était vraiment sous la tutelle de son mari pour tout. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne l'imagine pas aujourd'hui, hein. Mais il faut quand même être très attentif parce que les droits acquis risquent toujours d'être remis en cause à tout moment. On voit aujourd'hui des attaques contre le planning familial, des médecins qui refusent de faire l'IVG. Bon, on a vu les manifs, soi-disant contre le mariage pour tous, contre, eh bien, ces gens-là, ils militent très fort pour l'abolition de tous les droits acquis par les femmes. Hein? Donc il faut toujours être très vigilant et ne pas lâcher le combat. Nous étions en pleine bataille contre la loi travail, il voulait nous l'imposer par le vote du 49-3, et moi j'étais tout à fait d'accord avec tous les gens qui se battaient contre cette loi. Donc dans ce contexte, je ne pouvais pas accepter une distinction de la part d'Emmanuel Valls. C'était renier toute ma vie de militante pour de meilleures conditions de vie, d'égalité, de liberté, de paix, etc. Voilà, donc voilà, j'ai refusé. Les dernières fois où j'ai manifesté, ça a été dans la suite de la lutte contre la loi travail. Hein. Ça a été les grandes manifs qu'il y a eu là, en 2016. Et bon, aujourd'hui, eh bien, le code du travail est complètement disloqué. Tous les acquis tous les acquis du Conseil national de la résistance sont remis en cause les uns après les autres, et c'est quelque chose d'extrêmement violent, et moi je suis très très en colère. Parce que c'est en colère de voir comment on écrase les plus pauvres, comment on se conduit envers les chômeurs, comment on s'attaque aux retraités, où on envisage de mettre en cause la pension de réversion, enfin toutes ces choses. Mais c'est inadmissible tout ça. On était tellement absorbés. Ce que je dis souvent, j'avais même pas trop le temps de penser à moi, mais j'avais une vie qui était tellement pleine, tellement riche. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Vraiment, j'ai eu une belle vie. La société d'aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup de combats qui ont apporté des choses. Mais malheureusement, eh bien, tout ça est en train de disparaître. C'est l'impression que j'ai.
aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, plus que jamais, il faut se battre. Il n'y a pas si longtemps que j'ai fait passer une pétition là, parmi les résidents de la maison là, pour les revendications des retraités. J'ai recueilli 29 signatures contre l'augmentation de la CSG sur les retraites. Mais quand on est militant, c'est pour la vie.